Voilà, donc on va parler des différentes prises en charge de l'abstention thérapeutique jusqu'à la vitrectomie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant le sujet présenté. On parle en anglais de Vision Degrading Vitreopathy. Alors, est-ce que les patients sont vraiment gênés? Et si oui, ce sont quels patients qui sont gênés? On a une publication récente de WHO qui a réalisé le Clinical Evaluation Scale de la depression, donc la déprime, quoi. Et les patients, ils avaient un score supérieur à 16. Supérieur à 16, supérieur égal à 16, on est déprimé. Le score moyen des patients en préopératoire était à 18 vis-à-vis des patients témoins qui étaient à 13. Et en post-op, ils sont descendus à 12. Donc on voit que vraiment, il y a des effets cliniques de ces corps flottants qui peuvent être invivables pour les patients. Wagel a évalué les utility values en 2011 et là on pose la question au patient, combien d'années de vie restantes serez-vous prêt à échanger pour la disparition de vos symptômes? Ça peut paraître étonnant, mais la valeur était de 11% dans cette population majoritairement myope. Ça veut dire qu'ils sont prêts à échanger donc 1,1 année de vie tous les 10 ans au risque de décès de 11% pour ne plus avoir leur corps flottant. Ça semble étonnant, mais ce sont des chiffres similaires pour les cancers du côlon ou le VIH. Là, à droite, vous avez un schéma réalisé par un de mes patients qui connaissait tellement bien ses corps flottants. La lettre G, c'est pour les corps flottants de l'œil gauche, la lettre D pour les corps flottants de l'œil droit. Il les connaissait par cœur, ça lui a empoisonné la vie. Alors, il n'y a pas que les myopes qui sont atteints. Il y a aussi, ça peut intéresser certains des personnes présentes ici, les patients opérés de chirurgie avec un implant multifocal, notamment lorsqu'il arrive leur DPV. Et on pense que c'est dû à la dispersion des ondes lumineuses au niveau de la hyaloïde postérieure des corps flottants. Ce sont des patients qui peuvent présenter, après leur DPV, des problèmes de halo, de baisse d'acuité visuelle non corrigée qui ne présentaient pas avant le DPV. Ils étaient contents avec leurs implants et après ils ne sont plus contents. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est une publication de 2015 qui a proposé une vitrectomie et il a vu donc une amélioration à la fois de la meilleure acuité visuelle non corrigée, mais aussi au niveau de l'interrogatoire VFQ-25, une amélioration des activités de conduite, de lecture et aussi de la santé mentale. Donc ce sont des patients qui peuvent être très gênés et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut les choisir avant. S'ils ont déjà beaucoup de corps flottants, il faut bien penser est-ce que c'est une bonne indication de multifocalité ou pas. Alors, avant de proposer un traitement, il faut bien sûr documenter. Là, vous avez de l'imagerie multimodale qui permet de mettre en évidence donc le corps flottant. Vous avez ici, donc, sur l'optose grand champ ou en couleur en autofluo, un anneau de Weiss déroulé qui crée un gros corps flottant. Les images infrarouges et aussi en OCT où on peut voir donc les opacités. Si on se focalise un petit peu en arrière au niveau de la hyaloïde postérieure, on voit ces corps flottants. Et en bas à droite, c'est une imagerie que j'affectionne particulièrement. C'est utiliser l'angiographe HRA pour réaliser un film infrarouge qui montre le corps flottant en faisant des petits mouvements au patient, des mouvements oculaires vers le haut, vers le bas. Et on voit vraiment que sa vision centrale, au niveau maculaire, est très perturbée par la présence de ce corps flottant. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a l'abstention, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. On dit ça va passer, vous êtes gêné juste après votre DPV, mais dans 6 mois, vous allez voir, ça ira mieux. L'utilisation de verres filtrants comme une lunette de soleil peut aussi marcher, de même que la dilatation pupillaire. Les patients en salle d'attente, ils vont vous dire, depuis que vous m'avez mis les gouttes, docteur, je vois moins mes corps flottants. C'est vrai parce qu'il n'y a pas le faisceau de lumière collimaté par un myosis qui projette un nombre beaucoup plus important et dense au niveau de la rétine. L'atropine diluée à 0,01%, c'est une préparation magistrale qui peut être réalisée par les pharmacies. Les patients, ils ont une dilatation d'à peu près 4 mm. C'est un peu gênant, mais ils sont moins gênés par le corps flottant. Les traitements médicaux peuvent bien sûr être proposés avec une efficacité qui dépend du profil psychologique du patient. Et sinon, les 2 vrais traitements dont je vais parler, c'est le traitement par laser YAG, ou laser throttle removal, et la vitrectomie optique. Le traitement par YAG, ça fait plus de quasiment 30 ans qu'on en parle. Oui. Ah, voilà. Au début, ce sont des publications qui relataient des complications intolérables, comme des hémorragies du vitré, des impacts rétiniens, des décollements de rétine. Plus récemment, avec des traitements, avec des lasers YAG plus adaptés, on a moins de complications, avec une efficacité qui a été montrée dans des études prospectives.
Les complications sont bien sûr connues et il faut faire très attention quand on traite. C'est la cataracte, c'est l'impact sur la capsule postérieure. Il faut bien se mettre au point puis reculer. Et aussi les impacts au niveau de la rétine. Donc se mettre au point sur le vaisseau de la rétine et avancer. Donc il faut vraiment faire très attention à la mise au point avant de traiter le patient. Aussi l'hypertonie oculaire. Quand je réalise un traitement de ce type, je fais environ 300 impacts avec des puissances allant de 4 à 6 millijoules. Si c'est un gros conflottant. Et à ce moment-là, les patients glaucomateux, pour moi, sont contre-indiqués. Un patient sous bithérapie, même bien équilibré, je le contre-indique un traitement par laser YAG parce qu'il y a des hypertonies décrites et connues par ces techniques. Monothérapie, oui, mais bithérapie, non. Sinon, il y a bien sûr la vitrectomie. Ah voilà, là vous avez l'image donc de la zone de sécurité, 3 mm en arrière de cristallin, 3 mm en avant de la rétine. Alors 3 mm c'est pas évident, en fait il faut simplement être flou sur la capsule postérieure, flou sur le vaisseau rétinien, et là à ce moment-là, vous pouvez traiter en principe dans de bonnes conditions de sécurité. La vitrectomie est décrite depuis une vingtaine d'années, donc là c'est extrêmement efficace, mais aussi avec des possibilités de complications. Les séries précoces publiées par Sebag montraient 0 décollement de rétine, 0 déchirure, mais maintenant qu'il a plus de recul, il y a quand même un peu plus de complications. Mais si on s'astreint à ne pas réaliser le DPV et simplement faire la floaterectomie en respectant le vitré derrière le cristallin, je reviens en arrière, en faisant attention, en vérifiant la périphérie rétinienne, il y a un taux de décollement de rétine d'environ 1 à 2%. Donc il faut l'annoncer au patient. C'est un peu plus que la chirurgie de la cataracte. C'est un risque à prendre ou pas en fonction du degré des symptômes. L'endophtalmie, bien sûr, est un risque inhérent à toute effraction de la paroi oculaire, notamment de la vitrectomie. Le patient doit être au courant aussi. Là, ça serait vraiment la catastrophe. Un patient opéré de conflottant qui fait une endophe, mais ça a été décrit. Donc, ne pas improviser. Quelques astuces concernant le laser YAG. Tout patient qui présente un DPV aigu ne rien faire avant au moins 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période que le patient peut faire une déchirure rétinienne, un décollement de rétine. Vous n'avez pas envie d'être incriminé dans votre prise en charge. Donc, il faut quand même laisser le temps. Et aussi, le patient, dans la majorité des cas, va s'accommoder des séquelles flottantes. Ça le gênera beaucoup moins qu'en période aiguë. Il faudrait commencer avec, pour si vous voulez vous mettre cette technique, un traitement donc d'un nano-device chez un patient pseudophaque. C'est le plus safe et c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'utilise le laser Ultra Q-Reflex qui était auparavant commercialisé par Alex, qui était racheté par Cantel. Ce n'est plus dans leur indication. Donc, on est en train de voir comment on peut faire parce qu'ils n'ont plus le droit d'annoncer la prise en charge de corps flottant avec ce laser. L'intérêt, c'est que c'est un laser coaxial avec le miroir qui s'abaisse lorsqu'on tire l'impact et qui remonte. Donc, on peut se mettre au point sur la rétine, sur le vaisseau rétinien et reculer. Donc, il y a une grande sécurité par rapport aux autres lasers YAG. Il faut surveiller en permanence la capsule et la rétine. Et il ne faut jamais tirer un impact si les vaisseaux rétiniens sont nets. Il faut que ce soit flou. Il faut bien reculer pour ne pas tirer sur la rétine. La vitrectomie, je ne fais jamais de vitrectomie avant au moins 6 mois entre la première consultation du patient et la chirurgie. Je lui donne une fiche d'information, je lui dis vous allez réfléchir et après on peut en rediscuter. Et en gros, c'est environ 300-400 vitrectomies par an. Je ne fais pas plus de 5 vitrectomies de corps flottant par an. Donc ça reste quand même très restreint comme indication. Il faut privilégier les petites gauges, 25 et 27. Il y a moins d'ouverture sclérale, moins de risque de décollement, de déchirure iatrogène. Je pense qu'il ne faut pas chercher à induire le DPV. Il faut enlever le corps flottant, notamment chez les myopes. Après, s'il fait un décollement du vitré, c'est un problème qui soit sera toléré le patient, soit on pourra peut-être le traiter par laser, soit revitrectomie si nécessaire, et passer de 25 en 27 gauges. Il faut bien sûr vérifier la périphérie rétinienne en péropératoire. C'est très important. Là, dans quelques indications, les seules deux que je retiens, notamment au niveau du YAG, c'est le corps flottant suspendu sur lequel on peut sectionner des fibres et ça marche très bien, c'est très élégant, il y a très peu d'impact à faire, c'est simplement le déplacement du corps flottant. Donc là, on voit, on a sectionné la fibre et le corps flottant est en train d'aller vers la périphérie. Ça marche bien. Et sinon, deuxième vidéo, vous avez un nano-device qui est traité. Là, il y aura plus d'impact. Il faut traiter du haut vers le bas parce que vous allez avoir les bulles de vaporisation qui vont monter et vous gêner si vous traitez du bas vers le haut. Donc, il faut commencer en haut, les bulles vont monter et vous traitez progressivement vers le bas. C'est ce qui marche très bien aussi. Donc, mes seules deux indications actuelles dans le laser, c'est le nano-device gênant après plus de 6 mois du DPV. Ça marche bien, on arrive d'habitude en une séance, parfois il faut une deuxième séance quelques mois après, parce que des fois les fibres se reconstituent, mais ça reste globalement très efficace
pour les patients qui sont gênés, notamment au niveau de la lecture ou de la conduite. Sur le plan chirurgical, donc je disais effectivement très peu d'indications que l'on conserve. On va privilégier les petites gauges 27 ou 25. Là, c'est mixte simplement parce qu'un trocar est tombé, donc j'ai pris un kit 25 pour la lumière froide. On commencera, bon là c'est un peu de fac, donc on n'est pas gêné par les corps flottants antérieurs. Là, ça semblait assez peu important, mais les patients étaient très gênés, c'est pour ça qu'on avait retenu une indication. Et en bas, vous avez la vidéo d'un patient qui a été opéré des cartotomies radiaires, qui ne supporte plus ses corps flottants. Donc après de longues réflexions, on a réalisé la vitrectomie. C'est un patient qui présentait des lésions rétiniennes déjà laserisées en préopératoire. Ce sont des patients qu'on va volontiers vérifier au V3M avant de les opérer. Et là, en père-op, on fait une intervention, on voit qu'il y a un trou rétinien qui a été vu et on va le barrer tout de suite au laser. Et fort heureusement, ce patient n'a pas décollé dans les suites. Mais ça reste vraiment un vrai problème. Ils ont des vies très pathologiques. Ce sont des candidats qui vont faire, souvent ils sont myopes, ils vont faire des décollements de rétine. Ils peuvent faire des décollements de rétine, donc il faut y aller en faisant très très attention. Bien sûr, il faut parler aux patients des complications. Il faut qu'ils comprennent les complications possibles. Il faut bien sûr avoir une fiche, il faut signer. Concernant la vitriolise, j'ai développé moi-même une fiche parce qu'il n'y en a pas au niveau de l'SFO qui prévient le patient des complications risques dont je vous ai parlé. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.